Je m'appelle Jacqueline Laurent, j'ai 71 ans, et pendant 50 ans, j'ai été l'une des femmes les plus respectées du milieu financier parisien. Expert comptable senior chez Deloitte, puis directrice financière dans 3 multinationales, j'ai bâti une fortune personnelle de plus de 2 millions d'euros. J'ai géré des budgets de centaines de millions, conseillé des PDG, négocié avec des ministres. Mon mari, Pierre Laurent, architecte renommé, est décédé il y a 8 ans d'un cancer foudroyant, me laissant seule avec notre fille unique, Sandrine, et un patrimoine considérable. Un appartement haussmannien dans le 16e arrondissement, une maison secondaire en Provence, des placements, des actions, des obligations. J'étais une femme puissante, j'étais respectée, j'étais libre. Jusqu'à ce matin glacial de décembre, à la résidence du lac d'Évry. Je n'oublierai jamais l'instant précis où tout a basculé. J'étais assise sur le bord de mon lit étroit, ce lit d'hôpital humiliant avec ses barreaux métalliques, si loin de ma chambre à coucher, en soie et velours du boulevard Flandrin, mes mains tremblantes, posées sur ma valise Vuitton Vintage. Pas un tremblement de vieillesse. Non. Un tremblement de rage pure, de cette colère blanche qui monte du ventre quand on réalise qu'on a été trahi par ce qu'on a de plus cher au monde. À l'intérieur de cette valise, des vêtements soigneusement choisis pour le froid alsacien, un cache-col en cachemire bleu nuit que j'avais tricoté pendant les interminables soirées de solitude dans cet établissement sinistre, des gants de cuir italien achetés chez Hermès, des bottes fourrées de chez Aigle, et surtout, ce dépliant touristique des marchés de Noël d'Alsace que Sandrine m'avait donné il y a 3 semaines, les yeux brillants, la voix pleine de promesses. « Maman, ce sera magique. Strasbourg, Colmar, Riquewihr. Toi qui adores Noël, tu vas adorer. » Julien a réservé un chalet pour nous 3. 2 semaines de vacances en famille. 2 semaines en famille. J'avais pleuré de joie ce jour-là, pleuré comme une idiote, une vieille femme pathétique qui croyait encore que sa fille l'aimait. J'avais immédiatement commencé à préparer ma valise, à choisir mes tenues, à imaginer les moments que nous allions partager. Le vin chaud fumant sous les guirlandes lumineuses, les bredels alsaciens, ces petits gâteaux de Noël que nous achèterions ensemble, les promenades dans les ruelles médiévales de Colmar, la cathédrale de Strasbourg illuminée. Quel imbécile j'avais été. La porte de ma chambre s'est ouverte brutalement à 9h23 précise. Je regardais l'horloge murale, cette horrible horloge en plastique blanc qui rythmait mes journées vides depuis 6 mois. Sandrine est entrée comme une tornade, son iPhone 15 Pro collé à l'oreille, ses talons loup-boutin claquant sur le linoléum gris et sale du couloir. Elle portait un manteau Moncler blanc immaculé, un sac Chanel matelassé noir, ses cheveux blonds, teints évidemment, elle avait hérité de mes cheveux châtains ternes, étaient décoiffés en un chignon parfait. Elle sentait le Chanel NDI 5, ce parfum que je lui avais offert pour ses 16 ans et qu'elle portait désormais comme un uniforme de femme riche et superficielle. Elle n'a même pas éteint son téléphone. « Oui, chérie, je suis chez maman. »« Non, ça prend 2 minutes. »« Oui, j'ai pris le GPS pour l'Alsace. »« Oui, le champagne est dans le coffre. » Elle riait. Elle riait au téléphone pendant que je la regardais, le cœur battant d'anticipation, prête à me lever, à l'embrasser, à lui dire combien j'étais heureuse de partir avec elle. Elle a raccroché. M'a regardé. Et là, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, du mépris. Du mépris pur et dur. « Maman », elle a dit, sa voix aussi froide que le vent de décembre qui sifflait contre les vitres. « Écoute, changement de plan. » Mon cœur s'est arrêté. Comment ça, changement de plan? J'ai entendu ma propre voix, pathétique, tremblante, suppliante. Je me suis détestée pour ça. Sandrine a soupiré, ce soupir d'exaspération qu'elle utilisait désormais systématiquement quand elle me parlait, comme si j'étais une enfant attardée. « Tu ne viens pas ?» 3 mots, 3 petits mots qui ont explosé dans ma poitrine comme une bombe à fragmentation. « Quoi ?» j'ai murmuré, incapable de comprendre. « Mais, tu m'as dit, le chalet, l'Alsace, nous 3. Julien ne te veut pas. » Elle a dit ça comme on annonce la météo, comme on commande un café, comme on refuse un démarcheur téléphonique. Julien, son mari,
Ce publicitaire arriviste de 39 ans aux cheveux gominés, au costume Hugo Boss trop serré, à la Rolex voyante qui avait épousé ma fille il y a 5 ans pour son nom, ses relations, et surtout, pour l'héritage qu'elle allait toucher. Je l'avais toujours détesté, et lui me le rendait bien. Julien a loué un chalet romantique pour 2 personnes, a continué Sandrine en vérifiant ses ongles, manucure française impeccable, évidemment. Il veut qu'on passe du temps ensemble, en amoureux. Tu comprends, maman, c'est important pour notre couple. J'ai senti mon sang se glacer. Pas de tristesse, pas encore, juste une incrédulité totale. Sandrine, tu m'avais promis. Les plans changent. Elle a haussé les épaules. Voilà, tu restes ici. Le personnel est très gentil. Tu seras bien. Elle s'est penchée, sans me regarder dans les yeux, jamais dans les yeux, et a déposé un baiser mécanique sur ma joue. Ses lèvres étaient froides, ou peut-être était-ce ma peau qui était devenue de glace. Bon séjour, maman, on t'appellera. Bisous. Et elle est partie, comme ça. Ses talons ont claqué dans le couloir. J'ai entendu sa voix enjouée reprendre au téléphone. « Oui, chérie, c'est fait. Non, aucun problème. On y va. J'ai trop hâte. » Puis le bruit de sa Mini Cooper rouge, cadeau de Julien pour son dernier anniversaire, 50 000 €, qui démarrait dans le parking et s'éloignait à toute vitesse. Silence. Un silence assourdissant, écrasant, qui m'a submergé comme une vague noire. Je suis restée immobile pendant exactement 12 minutes. Je sais, parce que j'ai fixé l'horloge sans la voir vraiment, mon esprit complètement vide, comme anesthésié. Puis, lentement, quelque chose s'est réveillé en moi. Pas de la tristesse, pas encore. Quelque chose de bien plus dangereux. De la lucidité. Et avec la lucidité est venue une question très simple. Qu'est-ce que j'allais faire? J'ai ouvert ma valise, regardé mes vêtements soigneusement pliés, ce cache-colle tricoté avec amour, ces gants choisis avec soin, ce dépliant de l'Alsace que j'avais lu et relu 100 fois. Et j'ai compris quelque chose de fondamental. Je n'étais pas une victime. J'étais Jacqueline Laurent. J'avais géré des crises financières internationales. J'avais négocié avec des banquiers suisses, des hommes d'affaires chinois, des investisseurs américains. J'avais construit un empire financier à partir de rien. Et ma propre fille pensait pouvoir me jeter comme un déchet? Non. J'ai refermé ma valise, me suis levée et marché jusqu'à la petite table près de la fenêtre où j'avais laissé mon sac à main Hermès Kelly, cadeau de Pierre pour nos 30 ans de mariage. À l'intérieur, mon téléphone portable. Un iPhone 14 Pro que j'avais acheté moi-même parce que Sandrine m'avait donné son vieux modèle cassé pour que tu puisses nous appeler, maman. J'ai allumé le téléphone. Mes doigts ne tremblaient plus. J'allais leur montrer ce qu'il en coûtait de trahir Jacqueline Laurent. J'ai ouvert l'application de ma banque, BNP Paribas Private Banking, cette interface élégante réservée aux clients fortunés. Mon conseiller personnel, M. Étienne Béranger, me connaissait depuis 35 ans. C'était moi qui avais négocié les conditions de gestion de mon patrimoine, pas Pierre, pas Sandrine. Moi. Mes identifiants étaient gravés dans ma mémoire comme une prière. Jacqueline Laurent, 1953, suivi d'un mot de passe complexe que je changeais tous les 3 mois par habitude professionnelle. La page d'accueil s'est affichée. Solde total du compte courant principal, 247. 856 €. Compte épargne, 1, 876, 423 €. Portefeuille d'actions, 523, 0 €. Assurance vie, 650, 1000 €. Total du patrimoine liquide, plus de 3 millions d'euros. Sans compter l'appartement parisien évalué à 2 millions et la maison provençale à 890 000 €. Tout était à mon nom. Pierre avait insisté là-dessus dans son testament. Tout revient à Jacqueline. C'est elle qui a toujours eu la tête financière de la famille. Sandrine héritera à la mort de sa mère, pas avant. Sandrine était procureure sur le compte courant principal. Je lui avais donné cette autorisation il y a 2 ans, quand elle m'avait supplié. « Maman, au cas où tu aurais un problème de santé, il faut que je puisse gérer tes affaires. C'est juste par sécurité. » J'avais accepté. Quelle idiote! Elle avait 3 cartes bancaires liées à ce compte. Julien en avait une aussi, que je lui avais donnée. Encore une erreur monumentale, quand ils avaient eu des difficultés financières temporaires l'année dernière.
temporaire, bien sûr. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens. Appartement à Neuilly-sur-Seine à 3. 500 € par mois, voiture de sport pour Julien, sac de luxe pour Sandrine, restaurant étoilé 3 fois par semaine, vacances aux Maldives, à Dubaï, à Saint-Barthélemy. Tout financé discrètement par maman. Je suis allée dans l'onglet « Carte bancaire ». 4 cartes actives. J'ai cliqué sur la première. Sandrine Laurent Moreau, Visa premier. Option. Bloqué temporairement. J'ai cliqué. Un message de confirmation est apparu. Êtes-vous sûr de vouloir bloquer cette carte? L'opération sera effective immédiatement. J'ai cliqué sur « Confirmer ». Deuxième carte, Sandrine Laurent Moreau, Mastercard Gold, bloqué. Troisième carte, Julien Moreau, Visa Infinite, bloqué. Quatrième carte, Sandrine Laurent Moreau, American Express Platinum, bloqué. Mon cœur battait vite maintenant, mais pas de panique. De l'excitation, une excitation froide, calculée, délicieuse. Ensuite, j'ai ouvert l'onglet « Procuration ». Un seul nom, Sandrine Laurent Moreau. Autorisée à effectuer des virements, des retraits, à consulter les comptes. J'ai cliqué sur « Révoquer la procuration ». Nouveau message. Attention, cette action est irréversible. Voulez-vous continuer? J'ai souri. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vraiment souri. Oui, je veux continuer. Clique. La procuration a été révoquée instantanément. Mais je n'avais pas fini. Oh non. J'ai transféré 200 000 € du compte courant principal vers un nouveau compte d'épargne que j'ai ouvert immédiatement en ligne, en quelques clics. Un compte dont Sandrine ne connaîtrait jamais l'existence. J'ai changé tous mes codes secrets, modifié mon numéro de téléphone de contact auprès de la banque. J'avais un second portable prépayé que j'avais acheté il y a quelques mois, justement pour éviter que Sandrine surveille mes communications. Puis j'ai fait quelque chose de plus radical encore. J'ai téléphoné à Monsieur Béranger. Il était 10 heures du matin. Il serait certainement à son bureau de l'agence du boulevard Haussmann. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Monsieur Béranger, bonjour. C'est Jacqueline Laurent. »« Madame Laurent, quel plaisir de vous entendre. » Sa voix était chaleureuse, sincère. Étienne Béranger avait 62 ans, des cheveux gris argentés, des costumes 3 pièces impeccables, et une loyauté à toute épreuve envers ses clients historiques. « Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien? »« Très bien, Étienne. J'ai besoin de votre aide pour quelque chose d'urgent. »« Je vous écoute. »« Je viens de révoquer la procuration de ma fille sur mes comptes. Je veux que vous bloquiez toute tentative de sa part de contester cette décision. Je veux également que vous refusiez tout contact de sa part concernant mes finances. Plus aucune information ne doit lui être communiquée. Est-ce clair? » Un silence. Court, mais perceptible. « Madame Laurent, pardonnez-moi, mais puis-je vous demander la raison de cette décision? Votre fille a toujours été. » La raison ne vous regarde pas, Étienne. Ma voix était dure, métallique. Je suis votre cliente depuis 35 ans. J'ai toute ma tête. Je ne suis sous aucune influence. Je prends cette décision en pleine conscience et en pleine lucidité. Allez-vous exécuter mes instructions, oui ou non? Bien sûr, madame, bien sûr. Je m'en occupe immédiatement. Voulez-vous également que je vous envoie de nouvelles cartes bancaires à votre adresse actuelle? Oui. À la résidence du Lac, à Évry. Chambre 23. Envoi express, s'il vous plaît. Ce sera fait aujourd'hui même, Madame Laurent, si je puis me permettre, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci, Étienne. Vous êtes un homme de confiance. Ne l'oubliez jamais. J'ai raccroché. Dehors, la neige avait commencé à tomber. De gros flocons lourds qui s'écrasaient contre la vitre en fondant lentement. Le ciel était gris acier, oppressant. Dans le couloir de l'asile, j'entendais les bruits habituels. Le chariot du déjeuner qui grinçait, une télévision allumée trop fort dans la chambre d'à côté, une infirmière qui appelait quelqu'un d'une voix fatiguée. J'ai regardé ma valise, toujours posée sur le lit. J'ai pensé à Sandrine et Julien, probablement déjà sur l'autoroute A4 en direction de Strasbourg, riant, écoutant de la musique, buvant du café dans des gobelets Starbucks, planifiant leur soirée romantique dans leur chalet de luxe. Ils ne savaient pas encore ce qui les attendait. Et ça, cette ignorance, cette insouciance qu'ils affichaient en ce moment même, c'était la partie la plus savoureuse de ma vengeance. J'ai ouvert ma valise. Sorti le cache-colle en cachemire que j'avais tricoté.
les tenues contre mon visage. Il sentait encore la laine fraîche, l'espoir. Je les repliai soigneusement et les rangeai dans l'armoire métallique de ma chambre. Je n'en aurais plus besoin. Puis, j'ai sorti mon ordinateur portable, un MacBook Air que j'avais acheté moi-même, encore une fois, parce que Sandrine m'avait dit que les vieux n'ont pas besoin d'ordinateurs performants. Et j'ai commencé à planifier la suite, car bloquer leurs cartes n'était que le début. J'ai ouvert un fichier Excel. Pendant mes 50 ans de carrière, j'avais toujours tout documenté, tout archivé. J'avais des relevés bancaires complets des 3 dernières années. J'ai commencé à les analyser, ligne par ligne. Sandrine avait utilisé Emma Carte Bancaire pour un sac Hermès Birkin à 12 000 €, des chaussures Christian Louboutin à 890 €, un week-end au Georges V à 3, 400 €, un dîner au Plaza Athénée à 680 € pour 2 personnes, une robe Dior à 4, 200 €, des billets d'avion en classe affaires pour Dubaï à 8, 900 € pour 2, une montre Cartier pour Julien à 7, 500 €. Total des dépenses sur les 12 derniers mois, 127, 463 €. Et pas une seule fois, elle n'était venue me voir à l'asile sans que je le lui demande en suppliant au téléphone. J'ai sauvegardé le fichier. Je le nommerai plus tard. Pour l'instant, j'avais autre chose à faire. J'ai composé le numéro de maître Gérard Fontaine, mon notaire depuis 28 ans. Un homme de 75 ans, à la retraite depuis 2 ans, mais qui m'avait dit « Jacqueline, si vous avez besoin de moi, appelez, toujours. » Il a décroché après 5 sonneries. « Jacqueline, c'est vraiment vous ? » ?»« Bonjour Gérard. Oui, c'est moi. »« Mon Dieu, quelle joie d'entendre votre voix. Comment allez-vous ? Sandrine m'a dit que vous étiez en maison de repos. »« Sandrine vous a dit beaucoup de choses, j'imagine. » Un silence. « Jacqueline, que se passe-t-il ? » « Je veux modifier mon testament. Immédiatement. » Gérard Fontaine est resté silencieux pendant quelques secondes. J'entendais sa respiration au téléphone, lente, réfléchie. C'était un homme posé, méticuleux, qui ne prenait jamais de décision hâtive. Mais il me connaissait. Il savait que lorsque je disais immédiatement, ce n'était pas une figure de style. « Jacqueline, a-t-il finalement dit, sa voix grave teintée d'inquiétude, modifier un testament est une décision extrêmement importante. Puis-je vous demander ce qui motive ce changement soudain ? Ma fille vient de me laisser tomber comme un sac poubelle, Gérard. Elle devait m'emmener en Alsace pour les marchés de Noël. Elle m'a annoncé il y a 1 heure qu'elle partait sans moi parce que son crétin de mari ne veut pas de moi. Elle m'a abandonnée dans cet asile sordide pour aller se pavaner dans un chalet de luxe. Voilà ce qui motive mon changement. » J'ai entendu Gérard soupirer profondément. « Je suis navrée, Jacqueline, vraiment navrée. Mais êtes-vous certaine de ne pas agir sous le coup de l'émotion ? Peut-être devriez-vous attendre quelques jours, réfléchir calmement. Gérard, ma voix était tranchante comme une lame. J'ai 71 ans, j'ai géré des milliards d'euros pendant ma carrière. J'ai pris des décisions qui ont fait ou défait des entreprises entières. Ne me traitez pas comme une vieille femme sénile qui ne sait plus ce qu'elle fait. Je sais exactement ce que je fais, et je veux modifier mon testament aujourd'hui. Pouvez-vous venir me voir cet après-midi à la résidence, ou dois-je chercher un autre notaire ? Non, non, bien sûr que non, je viens. Donnez-moi 2 heures. Parfait. Chambre 23. Apportez tout ce qu'il faut. J'ai raccroché. Mon téléphone a vibré. Un message de Sandrine. Une photo. Elle et Julien dans la voiture, faisant des grimaces ridicules à la caméra. Julien portait des lunettes de soleil aviator ridicules. Sandrine faisait un signe de paix avec ses doigts. En légende, en route pour l'Alsace, on va se régaler. Bisous, maman. Bisous, maman. J'ai fixé cette photo pendant une bonne minute. Ma fille, mon unique enfant. Celle que j'avais portée pendant 9 mois, celle pour qui j'avais renoncé à une promotion internationale quand elle avait 3 ans parce que je ne voulais pas la laisser avec une nounou, celle que j'avais inscrite dans les meilleures écoles, celle dont j'avais financé les études de commerce à HEC, celle à qui j'avais payé un appartement quand elle s'était mariée, celle que j'avais toujours fait passer avant tout le reste. Cette fille me jetait dans un asile et partait en vacances de luxe avec mon argent. Je n'ai pas répondu au message. Je l'ai supprimé.
Puis j'ai ouvert WhatsApp et j'ai créé un nouveau groupe. J'y ai ajouté 3 personnes, Maître Fontaine, Monsieur Béranger et Dr Alain Mercier, mon médecin généraliste depuis 15 ans. J'ai intitulé le groupe « Dossier Jacqueline Laurent, confidentiel ». J'ai tapé un message « Messieurs, je vous ajoute à ce groupe car vous êtes les 3 personnes en qui j'ai le plus confiance. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mes témoins officiels. Je suis saine de corps et d'esprit. Je prends des décisions importantes concernant mon patrimoine et ma succession. Si ma fille Sandrine tente de contester mes décisions en invoquant une quelconque altération de mes facultés mentales, vous pourrez témoigner de ma pleine lucidité. Merci de votre confiance et de votre discrétion. J.L. Les réponses sont arrivées rapidement. Étienne Béranger. Bien reçu, Madame Laurent. Je reste à votre disposition. Docteur Mercier. Jacqueline, je suis là si vous avez besoin. Voulez-vous que je passe vous voir? Maître Fontaine. Compris. J'arrive dans 2 heures. Nous allons tout mettre en ordre. J'ai souri. J'étais en train de construire un dossier blindé, inattaquable. Sandrine allait avoir la surprise de sa vie. À 11h30, on a frappé à ma porte. L'infirmière en chef, Madame Dubois, une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux courts et au regard fatigué, mais bienveillant. « Madame Laurent, tout va bien? Votre fille est partie très vite ce matin. Elle n'est même pas venue me prévenir. »« Tout va très bien, Madame Dubois. Ma fille avait un imprévu. Elle est partie en voyage. »« Oh, et vous? Vous ne partez pas avec elle? »« Non. » Madame Dubois a eu l'air gênée. « Je vois. Bon, si vous avez besoin de quoi que ce soit. »« En fait, oui. J'attends mon notaire cet après-midi. Pourriez-vous nous laisser la salle de réunion au bout du couloir? Nous aurons besoin de calme et de confidentialité. »« Bien sûr, pas de problème. Je vous la réserve pour 14 heures? »« Parfait, merci. » Elle est partie. J'ai regardé l'heure. Encore 2h30 avant l'arrivée de Gérard. J'ai décidé de prendre une douche, de m'habiller correctement. J'ai sorti de mon armoire un tailleur Chanel gris anthracite que je n'avais pas porté depuis mon arrivée ici. Des escarpins noirs à talons bas, un collier de perles, du rouge à lèvres. J'allais recevoir mon notaire comme une femme d'affaires, pas comme une vieille abandonnée en robe de chambre. Pendant que je me préparais, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. « Allô? Madame Laurent? Ici Thomas Garnier, de Chronopost. J'ai un colis pour vous, envoi express de BNP Paribas. Je suis devant la résidence, mais il faut une signature. J'arrive. Mes nouvelles cartes bancaires. Déjà. Étienne était un homme efficace. Je suis descendu au rez-de-chaussée, j'ai signé le bordereau, récupéré l'enveloppe épaisse. De retour dans ma chambre, j'ai ouvert le colis. 3 cartes flambant neuves. Visa Infinite, Mastercard World Elite, American Express Centurion. Les cartes des vrais riches. Celles que Sandrine rêvait d'avoir, mais n'aurait jamais. J'ai activé les 3 cartes en ligne immédiatement. À 13h45, j'étais prête. Tailleur impeccable, maquillage discret mais soigné, cheveux coiffés. Je me suis regardée dans le petit miroir au-dessus du lavabo. Je ressemblais à nouveau à Jacqueline Laurent, directrice financière, pas à une vieille abandonnée. À 14 heures précises, Maître Fontaine est arrivé. Il portait un costume 3 pièces marines, une mallette en cuir cognac, et il avait l'air inquiet. Nous nous sommes installés dans la salle de réunion. Une pièce triste avec une table en formica et des chaises en plastique. Mais au moins, nous étions seuls. « Alors, Jacqueline, a-t-il dit en sortant des documents de sa mallette, expliquez-moi précisément ce que vous souhaitez modifier. Je veux déshériter Sandrine. Purement et simplement. » Gérard a pâli. « Jacqueline, vous savez que ce n'est pas possible en droit français. La réserve héréditaire protège les enfants. Sandrine aura automatiquement droit à la moitié de votre patrimoine à votre décès, que vous le vouliez ou non. »« Je sais. Mais je peux disposer librement de l'autre moitié, la quotité disponible, c'est bien ça? » ?»« Oui, vous pouvez léguer cette moitié à qui vous voulez. »« Parfait. Voici ce que je veux faire. La quotité disponible, soit environ 1,5 million d'euros, ira à 3 associations caritatives que je vais vous indiquer. Médecins sans frontières, les Restos du Cœur et la Fondation Abbé Pierre. 1 tiers pour chacune.
Gérard a noté. Ensuite, j'ai continué. Je veux ajouter une clause spécifique concernant la réserve héréditaire qui reviendra à Sandrine. Quelle clause? Elle ne pourra toucher cet héritage qu'à une seule condition, qu'elle me rende visite chaque semaine, sans exception, pendant les 2 années précédant mon décès. Si elle manque une seule visite, elle perd tout. L'intégralité de sa part ira également aux associations. Gérard m'a regardé longuement. Jacqueline, une telle clause est juridiquement très complexe. On pourrait la contester pour abus. Alors, rédigez-la de manière incontestable. Vous êtes l'un des meilleurs notaires de Paris, Gérard. Si quelqu'un peut le faire, c'est vous. Il a hoché la tête lentement. Il faudra des témoins, des preuves que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Un certificat médical récent. Le docteur Mercier peut me le fournir dès demain. J'ai déjà créé un groupe WhatsApp avec vous 3 comme témoins officiels de ma lucidité. Gérard a souri malgré lui. Vous n'avez rien perdu de votre sens stratégique, à ce que je vois. Jamais, Gérard, jamais. Nous avons travaillé pendant 2 heures. Gérard tapait sur son ordinateur portable, me posait des questions précises, reformulait, vérifiait. À 16 heures, le Nouveau Testament était prêt. Il l'a imprimé sur une petite imprimante portable qu'il avait apportée. J'ai lu le document 3 fois. Chaque mot, chaque virgule, tout était parfait. J'ai signé. Gérard a signé comme témoin. Je vais faire authentifier ce testament dès demain matin au fichier central, a-t-il dit. Il sera opposable à toute contestation. Merci, Gérard. Il a rangé les documents, puis m'a regardé avec tristesse. Jacqueline, j'espère sincèrement que Sandrine réalisera son erreur, qu'elle reviendra vers vous, que ce testament ne servira jamais. Moi aussi, Gérard, moi aussi. Mais je n'y croyais pas une seconde. Après le départ de Maître Fontaine, je suis restée seule dans la salle de réunion pendant une bonne demi-heure. Par la fenêtre, je voyais le parking de la résidence, presque vide à cette heure. Quelques voitures cabossées, une camionnette de livraison, un scooter attaché à un poteau rouillé. C'était déprimant. Tout ici était déprimant. Les murs beiges écaillés, les néons blancs qui bourdonnaient, l'odeur de désinfectant et de nourriture réchauffée qui imprégnait les couloirs. Comment en étais-je arrivé là? Il y a encore 1 an, je vivais dans mon appartement du 16e arrondissement, avenue Foch, 180 mètres carrés avec vue sur le bois de Boulogne. Parquet Versailles, moulures d'époque, cheminées en marbre de Carrare, bibliothèque murale en chêne massif. Pierre et moi avions acheté cet appartement en 1985 pour une bouchée de pain. Enfin, ce qui était une bouchée de pain à l'époque, 800, 1000 francs. Aujourd'hui, il valait 2 millions d'euros, peut-être plus. Mais après la mort de Pierre, j'avais commencé à me sentir seule, terriblement seule. L'appartement était trop grand, trop vide, trop silencieux. Sandrine venait me voir 1 fois par mois, parfois moins. Toujours pressée. Toujours un regard sur son téléphone. « Désolée, maman, j'ai un rendez-vous. »« Désolée, maman, Julien m'attend. »« Désolée, maman, je dois y aller. » Puis, il y a 8 mois, j'ai fait une chute dans la salle de bain. Rien de grave, juste un faux pas sur le carrelage mouillé, une hanche contusionnée. Mais Sandrine a paniqué. Ou plutôt, elle a fait semblant de paniquer. « Maman, tu ne peux plus vivre seule. C'est dangereux. Et si tu tombais encore? Et si personne n'était là pour t'aider? Il faut qu'on trouve une solution. » La solution, c'était la résidence du Lac. Une maison de repos médicalisée haut de gamme, selon la brochure. Un cadre paisible, un personnel attentionné, des soins de qualité, en réalité. Un mouroir pour vieux dont les enfants veulent se débarrasser. Sandrine avait insisté. « C'est juste temporaire, maman. Le temps que tu te remettes. Après, on verra. » J'avais accepté, parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais peur de tomber à nouveau, parce que je faisais confiance à ma fille. Quelle erreur monumentale! Une fois que j'étais entrée ici, Sandrine avait commencé à espacer ses visites. 1 fois toutes les 2 semaines, puis 1 fois par mois, puis plus rien. Elle téléphonait de temps en temps. « Comment vas-tu, maman? Tout va bien ?» Des conversations de 3 minutes, maximum, mécaniques, vides. Entre-temps, elle avait fait expertiser mon appartement. Pour savoir combien il vaut, maman,
pour l'assurance. Elle avait pris contact avec des agents immobiliers, juste pour avoir une idée du marché. Elle avait même suggéré, lors de notre dernière vraie conversation, que je devrais peut-être envisager de vendre et de placer l'argent plus intelligemment. Plus intelligemment. Traduction. Qu'elle puisse en profiter plus rapidement. Et moi, pauvre idiote, j'avais mis ma fille comme procureure sur mon compte bancaire. Je lui avais donné des cartes. Je lui avais fait confiance. Mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti de ma poche. Un message de Sandrine. On est arrivé à Colmar. C'est magnifique. Le chalet est incroyable. Cheminée, jacuzzi, vue sur les vignes. Julien a déjà ouvert une bouteille de champagne. On va se faire un festin ce soir. Bisous, maman. J'ai regardé ce message pendant une longue minute. Sandrine était à Colmar, dans un chalet avec cheminée et jacuzzi, buvant du champagne, pendant que sa mère croupissait dans un asile. J'ai regardé l'heure. 17h45. Ils venaient d'arriver. Ils allaient probablement défaire leurs valises, prendre une douche, se préparer pour sortir dîner. Colmar regorge d'excellents restaurants. Le Fer Rouge, la Maison des Têtes, le G-Wise. Julien aimait les bonnes tables. Il allait certainement réserver dans l'un de ces établissements gastronomiques. Addition prévue, entre 200 et 300 €, avec Emma carte bancaire. Sauf que, j'ai souri. Un sourire froid, presque cruel. Je me suis surprise moi-même. Je n'avais jamais été une femme vengeresse. J'avais toujours été juste, équilibrée, rationnelle. Mais là, en cet instant précis, j'ai senti quelque chose de sombre monter en moi, quelque chose de délicieux. J'ai ouvert l'application de ma banque, consulté les mouvements de compte en temps réel. Rien pour l'instant. Il n'avait encore rien dépensé. Je pouvais imaginer la scène. Sandrine et Julien, détendus, heureux, insouciants, sortant du chalet, marchant dans les rues illuminées de Colmar, admirant les décorations de Noël, les guirlandes scintillantes, les vitrines des magasins, entrant dans un restaurant, s'installant à une table près de la fenêtre, commandant des apéritifs, des entrées, des plats raffinés, du vin d'Alsace hors de prix, riant, s'embrassant, profitant de leur voyage, celui auquel je n'étais pas invité. Mon téléphone a vibré à nouveau. Pas un message, une notification de ma banque. Tentative de paiement refusée, carte numéro 45532, XXXX, XXXX, 7XI21. Montant, 48, 50 €. Commerçant, Monoprix Colmar. Ils essayaient d'acheter des courses. La carte avait été refusée. J'ai senti une vague de satisfaction intense me parcourir. Ça commençait. 30 secondes plus tard, nouvelle notification. Tentative de paiement refusée. Carte 95234, XXX, XXXX 9x4. Montant, 48, 50 €. Commerçant, Monoprix, Colmar. Ils essayaient avec une deuxième carte, refusée aussi. J'ai fermé les yeux. J'imaginais Sandrine devant la caisse du Monoprix, son panier rempli de champagne, de foie gras, de fromage fin, de pain frais. Julien à côté d'elle, agacé. La caissière qui attendait, impatiente. Les autres clients derrière qui commençaient à soupirer. Mon téléphone a sonné. Appel de Sandrine. J'ai laissé sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Puis j'ai décroché. « Allô ? Maman !» La voix de Sandrine était paniquée, aiguë. Qu'est-ce qui se passe? Les cartes ne marchent pas. On est au supermarché. On voulait acheter des trucs pour ce soir. Et toutes les cartes sont refusées. Toutes. J'ai pris mon temps avant de répondre. J'ai laissé le silence s'installer, pesant, menaçant. « Ah bon ?» j'ai dit finalement, ma voix parfaitement neutre. « C'est étrange. Étrange ? Maman ! C'est pas étrange, c'est un problème. Appelle la banque, tout de suite. » Il est 18 heures passées, Sandrine. La banque est fermée. Mais, il y a un service d'urgence. Appelle-les, s'il te plaît. Pourquoi tu ne les appelles pas toi-même? Parce que c'est ton compte, ils ne vont rien me dire. Ah, c'est mon compte, effectivement. Un silence. Sandrine commençait à comprendre. Maman. Sa voix s'était faite plus douce, presque suppliante. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai bloqué les cartes, Sandrine. Toutes les cartes, et j'ai révoqué ta procuration. Quoi?
J'entendais Julien derrière elle qui criait « Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Tu m'as abandonnée, Sandrine. Tu m'as laissée dans cet asile pour partir en vacances de luxe. Alors j'ai décidé que tu n'avais plus accès à mon argent. C'est aussi simple que ça. Maman, non. Attends, c'est pas. On peut en parler. Il n'y a rien à dire, ma chérie. Profite bien de tes vacances. Ah, et au fait, tu as combien d'argent liquide sur toi? Je sais pas. Peut-être 100 €. 100 €. Pour 2 semaines en Alsace. Pour 2 personnes. Hôtel, restaurant, activités. Intéressant. Maman, arrête ça, c'est pas drôle. Débloque les cartes immédiatement. Non. Et j'ai raccroché. J'ai éteint mon téléphone. Complètement. Pas juste en mode silencieux. Éteint. Je ne voulais plus entendre Sandrine. Plus maintenant. Elle allait rappeler encore et encore, mais je n'étais pas prête à lui parler. Pas avant qu'elle comprenne vraiment ce qu'elle m'avait fait. Je suis retournée dans ma chambre. Il faisait presque nuit maintenant. Par la fenêtre, je voyais les lumières de l'autoroute A6 au loin, les phares des voitures qui filaient vers Paris ou vers le sud. Des vies en mouvement, pendant que moi, j'étais coincée ici, dans cette chambre de 12 mètres carrés qui sentait le désinfectant et la vieillesse. J'ai allumé la petite lampe de chevet, me suis assise sur le lit et ouvert le tiroir de la table de nuit. À l'intérieur, j'avais caché quelque chose que personne ici ne connaissait, mon journal intime. Un carnet Moleskine noir que je tenais depuis l'âge de 20 ans. J'avais arrêté d'écrire après la mort de Pierre, trop de douleur, trop de vide. Mais ces derniers mois, j'avais recommencé, pour garder une trace, pour ne pas devenir folle. J'ai ouvert le carnet à la dernière page écrite. C'était il y a 3 jours. 5 décembre. Sandrine m'a appelé ce matin. Elle m'a dit que nous allions partir en Alsace ensemble. J'ai pleuré de joie. Je n'arrive pas à y croire. Ma fille veut passer du temps avec moi. Peut-être que tout n'est pas perdu. Peut-être qu'elle m'aime encore. J'ai relu ces lignes, cette naïveté, cet espoir pathétique. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit une nouvelle entrée, datée du 8 décembre. Aujourd'hui, j'ai compris que ma fille ne m'aime pas. Elle ne m'a jamais aimé. Elle aime mon argent. Elle aime mon héritage. Mais moi, la femme, la mère, la personne, je ne compte pas. Je suis juste un obstacle entre elle et sa fortune future. Alors aujourd'hui, j'ai pris une décision. Je ne serai plus une victime. Je ne pleurerai plus. Je vais leur montrer qui je suis vraiment. Et ils vont regretter, amèrement. J'ai refermé le carnet, rangé dans le tiroir, puis j'ai rallumé mon téléphone. 23 appels manqués, tous de Sandrine, et 15 messages. Je les ai lus, un par un. Maman, rappelle-moi immédiatement. C'est pas drôle. Maman, sérieusement, on peut pas rester bloqué ici sans argent. Julien est furieux. Maman répond. Ok, écoute, je suis désolée, d'accord. On aurait dû t'emmener. J'ai fait une erreur, mais là c'est grave. On a besoin des cartes. Maman, je t'en supplie. On n'a même pas de quoi payer l'hôtel. L'hôtel coûte 280 € la nuit et on a réservé pour 12 nuits. Maman, tu te rends compte de ce que tu fais? Julien dit qu'on va porter plainte contre toi. Rappelle-moi. Je suis ta fille. Comment tu peux me faire ça? Je te déteste. J'ai souri. Je te déteste. Elle avait écrit ça. Ma fille de 42 ans, qui se comportait comme une adolescente capricieuse. Elle me détestait parce que je ne lui donnais plus d'argent. Voilà ce que j'étais pour elle. Un distributeur automatique de billets. J'ai tapé une réponse. Courte, précise. Sandrine, tu as dit que Julien ne voulait pas de moi. Très bien. Il ne veut pas de moi, il n'aura pas mon argent non plus. Débrouillez-vous. Vous êtes adultes. Vous avez tous les deux des emplois. Trouvez une solution. Bonne soirée. Envoi. Réponse immédiate. Elle était en train de fixer son téléphone. Maman, on n'a pas assez d'argent sur nos comptes perso. Tout est sur ton compte. Tu le sais très bien. C'était vrai. Sandrine gagnait environ 800 € par mois comme responsable marketing dans une PME de cosmétiques. Julien gagnait 200 € comme directeur de création dans une agence de pub. Soit environ 1000 € par mois pour le couple, ce qui était très correct, sauf qu'il dépensait 500 € par mois. Loyer à Neuilly, 500 €. Leasing de la Mini Cooper de Sandrine, 650 €. Leasing de la BMW de Julien,
890 €. Assurance, mutuelle, abonnement divers, 600 €. Restaurant, sorties, vêtements, cosmétiques, 2 000 € minimum. Voyage, 1 000 € par mois en moyenne. Divers, 860 €. Total, 9 500 €. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des années, et c'était moi qui comblais le déficit. Discrètement, via les cartes bancaires qu'ils utilisaient sur mon compte. Environ 500 € par mois, soit 18 000 € par an. Pendant 6 ans, 108 000 €. J'avais subventionné leur train de vie pendant 6 ans sans qu'ils ne me disent jamais merci. Jamais. C'était juste normal. Maman est riche, maman peut payer. J'ai tapé une nouvelle réponse. Vous gagnez 8 000 € par mois à vous deux. Vous pouvez très bien vous payer des vacances en Alsace. Prenez un hôtel moins cher, mangez dans des bistrots au lieu de restaurants gastronomiques, achetez du vin à 10 € au lieu de 50, comme font les gens normaux. Envoi. Pas de réponse immédiate cette fois. J'imaginais Sandrine montrant le message à Julien. Julien explosant de rage. Julien qui disait des choses horribles sur moi. Ta mère est folle. Ta mère est une vieille garce. Ta mère nous fait chier. Tant mieux qu'il montre son vrai visage. 5 minutes plus tard, nouveau message. Mais cette fois, ce n'était pas Sandrine. C'était Julien. Il avait pris le téléphone de ma fille. Jacqueline, ici Julien. Écoute, je comprends que tu sois vexée, mais là, tu vas trop loin. On est coincé à Colmar sans argent. Le chalet est déjà payé, mais tout le reste, nourriture, restaurant, activités, on ne peut pas le financer. Sandrine a eu tort de te laisser à la résidence. Je suis d'accord, mais on va arranger ça. On va venir te chercher après les vacances, promis. En attendant, s'il te plaît, débloque au moins une carte, on te remboursera. Parole. Parole. La parole de Julien Moreau valait moins que rien. J'ai tapé ma réponse. Glaciale. Julien, vous m'avez humilié, vous m'avez abandonné. Vous m'avez traité comme une chose encombrante. Maintenant, assumez les conséquences de vos actes. Je ne débloquerai rien. Et si vous voulez vraiment venir me chercher après les vacances, sachez que j'ai modifié mon testament cet après-midi. Sandrine n'héritera que si elle me rend visite chaque semaine pendant 2 ans, sans exception. Si elle rate une seule visite, elle perd tout. Et concernant les 108 000 € que j'ai dépensés pour vous ces 6 dernières années, considérez-les comme un prêt, que je vais réclamer, avec intérêt. Bonne soirée. Envoi. Cette fois, j'ai vraiment éteint le téléphone. Pour de bon. Je ne voulais plus lire leurs messages. Plus maintenant. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Non pas parce que je regrettais mes actes. Au contraire, je me sentais étrangement libérée. Comme si j'avais enfin repris le contrôle de ma vie. Mais parce que mon cerveau fonctionnait à plein régime. Des années de formation en analyse financière, de gestion de crise, de stratégie d'entreprise remontaient à la surface. J'étais en train de construire quelque chose. Un plan, une stratégie complète. Sandrine et Julien pensaient que j'allais craquer, que j'allais céder sous la pression, débloquer les cartes, leur pardonner. Ils se trompaient. À 6 heures du matin, j'étais déjà levée, douchée, habillée. J'ai rallumé mon téléphone. 47 nouveaux messages. Je ne les ai pas lus, pas tout de suite. D'abord, j'avais du travail. J'ai ouvert mon ordinateur portable, connecté au Wi-Fi de la résidence, un Wi-Fi poussif qui mettait 3 minutes à charger une page, mais peu importe. J'ai ouvert un nouveau document Word. Titre « Récapitulatif des dépenses. Sandrine et Julien Moreau, 2018-2024 ». Pendant les 3 heures suivantes, j'ai épluché tous mes relevés bancaires, ligne par ligne, transaction par transaction. J'ai créé un tableau Excel détaillé, date, montant, commerçant, catégorie. Janvier 2018, 247 €. Février 2018, 893 €. Mars 2018, 104 €, et ainsi de suite. Mois après mois, année après année, le total était vertigineux, 112, 463 € sur 6 ans et demi, pas 108, 1000 comme je l'avais estimé hier. 112, 463 € exactement. J'ai sauvegardé le fichier. Puis, j'ai créé un second document,
une lettre officielle de mise en demeure. Madame Sandrine Laurent Moreau, Monsieur Julien Moreau, 47 rue du Général Leclerc, 9 Budvin 200, Neuilly-sur-Seine. Objet, mise en demeure de remboursement. Madame, Monsieur, par la présente, je vous mets en demeure de me rembourser la somme totale de 463 €, 112 463 €, correspondant aux dépenses effectuées sur mon compte bancaire personnel via les cartes bancaires que je vous avais confiées, entre janvier 2018 et décembre 2024. Vous trouverez en annexe le détail exhaustif de ces dépenses, ventilées par mois et par catégorie. Ces sommes étaient initialement considérées comme une aide familiale consentie. Toutefois, compte tenu de votre attitude récente à mon égard, notamment votre décision de m'abandonner dans une maison de repos pour partir en vacances sans moi, malgré vos promesses, je considère désormais ces montants comme un prêt qui doit être remboursé. Vous disposez d'un délai de 30 jours à compter de la réception de ce courrier pour me proposer un échéancier de remboursement. À défaut, je me verrai contrainte d'engager une procédure judiciaire. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Jacqueline Laurent. J'ai relu le texte 3 fois. Parfait, froid, juridique, inattaquable. J'ai sauvegardé le document. Puis j'ai appelé Maître Fontaine. Il était 9h15. « Jacqueline, bonjour, comment allez-vous ce matin ?»« Très bien, Gérard. J'ai besoin d'un service supplémentaire. Je vous écoute. Je veux envoyer une mise en demeure officielle à ma fille et à son mari, pour réclamation de remboursement de 112 463 € de dépenses injustifiées. Pouvez-vous relire mon brouillon et le faire envoyer en recommandé avec accusé de réception ?» Un silence. « Jacqueline, vous êtes sérieuse ? » Absolument. Vous allez les assigner en justice ? Si nécessaire, oui. Vous savez que cela va détruire définitivement votre relation avec Sandrine ? Gérard, ma relation avec Sandrine est déjà détruite. Elle l'a détruite elle-même hier matin. Maintenant, je protège mes intérêts. C'est tout. Nouveau silence. Puis, envoyez-moi le document. Je vais le mettre en forme juridiquement et l'envoyer aujourd'hui même. Merci, Gérard. J'ai raccroché, envoyé le fichier par email, puis j'ai enfin ouvert les 47 messages de Sandrine. Ils étaient de plus en plus désespérés. « Maman, on a dormi dans la voiture. On n'a pas pu payer l'hôtel. Il fait hyper froid. Julien a mal au dos. Maman, s'il te plaît, on peut plus tenir. On va rentrer à Paris. On a juste besoin d'essence. On n'a plus rien. Maman, je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu veux. Je viendrai te voir toutes les semaines. Je te promets. S'il te plaît, maman. » Le dernier message datait de 3 heures. « 2 matin. Je sais que tu dors. Moi je peux pas. On a froid. On a faim. Julien me dit que c'est de ma faute. Il me dit que je suis une mauvaise fille. Il a raison. J'ai été horrible avec toi. Je le sais. Pardon, maman. Pardon. S'il te plaît, aide-nous. » J'ai lu ce message 3 fois. Une partie de moi, une toute petite partie, a eu pitié. Ma fille avait passé la nuit dans une voiture, dans le froid, à Colmar. Elle avait probablement faim, froid, peur. Elle regrettait. Mais une autre partie de moi, la plus grande partie, est restée de marbre, parce que ses regrets n'étaient pas sincères. Sandrine ne regrettait pas de m'avoir blessée. Elle regrettait d'être dans une situation inconfortable. C'était différent, très différent. J'ai tapé une réponse. Mesurée. Sandrine. Vous avez plusieurs options. 1. Appelez les parents de Julien et leur demander de l'aide. 2. Utilisez vos propres cartes bancaires liées à vos comptes personnels. Vous avez tous les deux des emplois et des salaires. 3. Rentrez à Paris immédiatement et mettre fin à ces vacances. Je ne débloquerai aucune carte. Débrouillez-vous. JL. Envoi. Réponse en moins de 30 secondes. Les parents de Julien refusent de nous aider. Ils disent qu'on est trop dépensier. Nos cartes perso sont au plafond du découvert. On peut pas rentrer, on n'a même pas de quoi mettre de l'essence. Maman, je t'en supplie, juste 100 € pour rentrer. Après, on te laissera tranquille. Au plafond du découvert, évidemment. Ils dépensaient tout le temps. J'ai hésité, longuement. Puis, j'ai pris ma décision. Non. La journée du 9 décembre a été étrange.
J'avais l'impression de vivre dans deux réalités parallèles. D'un côté, ma vie à la résidence du lac continuait normalement. Petit déjeuner à 8 heures dans la salle commune, distribution des médicaments par les infirmières, déjeuner à midi, sieste l'après-midi, dîner à 19 heures. Tout suivait la routine habituelle, cette routine rassurante et déprimante qui rythmait nos journées de pensionnaires. De l'autre côté, une guerre silencieuse faisait rage entre ma fille et moi. Une guerre à distance, par messages interposés, où chaque mot était une arme. Sandrine m'a envoyé 19 messages ce jour-là. 19. J'ai gardé mon téléphone éteint pendant la majeure partie de la journée, ne l'allumant que 3 fois, à 10 heures, à 15 heures et à 20 heures. Juste pour lire, pas pour répondre. Les messages évoluaient, d'abord suppliants, puis en colère, puis à nouveau suppliants, puis carrément menaçants. « Maman, tu réalises qu'on est coincés ici? On peut même pas manger correctement. Julien a appelé son frère à Strasbourg, il va nous prêter de l'argent. Mais c'est humiliant, maman. Tu nous humilies. On a dû demander l'aumône à la famille de Julien. Son frère nous prête 300 €. C'est pathétique. J'ai honte. T'es contente? On va rentrer demain. On abandonne nos vacances à cause de toi. J'espère que t'es fière de toi. Tu détruis notre couple. Julien me parle plus. Il dit que c'est de ma faute, que j'aurais dû te contrôler, comme si t'étais folle. Peut-être que t'es folle finalement. Les vieux deviennent fous, c'est connu. Tu devrais voir un psy. Je n'ai répondu à aucun message. Silence radio total. C'était ma meilleure arme. Le silence, l'incertitude. Sandrine ne savait pas ce que je pensais, ce que je préparais. Elle était dans le flou, et ça la rendait folle. À 15h30, Madame Dubois, l'infirmière en chef, est venue me voir dans ma chambre. « Madame Laurent, vous avez de la visite ?» De la visite? J'étais surprise. Personne ne me rendait jamais visite, à part Sandrine de temps en temps, et elle était à Colmar. Oui, un monsieur qui se présente comme votre conseiller bancaire, Monsieur Béranger. Étienne, qu'est-ce qu'il faisait ici? Faites-le entrer, s'il vous plaît. Quelques minutes plus tard, Étienne Béranger est entré dans ma chambre. Il portait un costume 3 pièces gris anthracite, une cravate bordeaux, et il tenait une mallette en cuir. Il avait l'air soucieux. « Jacqueline, a-t-il dit en me serrant la main, j'espère que je ne vous dérange pas. Je voulais vous parler de vive voix. » « Asseyez-vous, Étienne. Que se passe-t-il » Il s'est assis sur la chaise en plastique près de la fenêtre, a posé sa mallette sur ses genoux, m'a regardé droit dans les yeux. « Votre fille a essayé de me contacter. » Mon cœur a fait un bond. « Quand » ? « Ce matin, elle a appelé l'agence. Elle a exigé de me parler. Elle était hystérique. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait que je débloque ses cartes bancaires. Elle m'a dit que vous aviez pété un câble, que vous n'étiez plus en possession de vos moyens, qu'elle allait faire constater votre incapacité mentale par un médecin. Le sang s'est glacé dans mes veines. Elle a dit ça? Oui, textuellement. Elle m'a même menacé de porter plainte contre moi si je ne l'aidais pas. Et vous, qu'avez-vous répondu? Que je ne pouvais rien faire sans votre autorisation expresse, que vous étiez ma cliente, pas elle, que le secret bancaire m'interdisait de lui communiquer quoi que ce soit. Elle a hurlé, puis elle a raccroché. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Sandrine allait donc jusqu'à vouloir me faire déclarer inapte pour récupérer l'accès à mon argent. « Étienne, j'ai dit finalement, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Tout ce que vous voudrez. Je veux un certificat médical complet, attestant de ma pleine lucidité, de mes capacités cognitives intactes, de mon absence totale de troubles mentaux. Je veux que ce certificat soit établi par un psychiatre reconnu, pas juste mon médecin généraliste. Je veux qu'il soit daté, signé, tamponné, incontestable. » Étienne a hoché la tête. Je connais quelqu'un, le docteur Sophie Arnaud, psychiatre au CHU de Créteil. Une sommité. Si elle établit un certificat, personne ne pourra le contester. Appelez-la. Demandez-lui de venir me voir demain si possible. Je paierai ce qu'il faudra. Entendu. Il s'est levé, m'a regardé avec un mélange d'admiration et de tristesse. « Jacqueline, je suis désolée que vous ayez à vivre ça. Votre fille. Ma fille est devenue une étrangère, Étienne. Je ne la reconnais plus.
Ou peut-être que je la vois enfin telle qu'elle est vraiment. Il est parti quelques minutes plus tard. Je suis restée seule dans ma chambre, assise sur le bord du lit, fixant le mur beige écaillé, pensant qu'à Sandrine, à la petite fille qu'elle était autrefois, ses rires, ses câlins, ses dessins qu'elle me rapportait de l'école primaire. « C'est toi, maman. Regarde, je t'ai fait belle. » Un bonhomme bâton avec des cheveux jaunes et un grand sourire. Où était passée cette petite fille? Quand avait-elle disparu? Quand était-elle devenue cette femme cupide, égoïste, capable de faire déclarer sa propre mère folle pour récupérer son argent? Mon téléphone a vibré. Nouveau message. On rentre demain. Julien a réservé un avocat. On va te faire interner. T'es dangereuse pour toi-même. On va demander une tutelle. Et là, tu pourras plus rien faire. Plus rien. T'as tout gâché, maman. Tout. J'espère que t'es contente. J'ai relu ce message 5 fois. Puis j'ai tapé ma réponse. La première réponse que j'envoyais depuis 24 heures. Sandrine, si tu oses engager une procédure contre moi, je te poursuis pour abus de faiblesse, escroquerie et détournement de fonds. J'ai tous les relevés bancaires, toutes les preuves. 112 463 € de dépenses injustifiées. Un tribunal ne sera pas tendre avec toi. Réfléchis bien avant d'agir. Et sache que j'ai rendez-vous demain avec une psychiatre qui va certifier ma pleine lucidité. Ton plan ne fonctionnera pas. JL. Envoi. Pas de réponse. Pour la première fois depuis 2 jours, Sandrine est restée silencieuse. Le lendemain matin, 10 décembre, le docteur Sophie Arnaud est arrivée à la résidence du Lac à 10 heures précises. C'était une femme d'une 50aine d'années, élégante, aux cheveux gris coupés au carré, aux lunettes fines et modernes. Elle portait un tailleur-pantalon noir et dégageait une autorité naturelle, rassurante. Madame Dubois nous a installés dans la salle de réunion. Le docteur Arnaud a sorti un dossier, un enregistreur vocal et plusieurs questionnaires. « Madame Laurent ?» a-t-elle commencé. « Monsieur Béranger m'a expliqué la situation. Je vais procéder à une évaluation complète de vos capacités cognitives et de votre état mental. Cela prendra environ 2 heures. Vous êtes d'accord ? » Tout à fait. Elle a lancé l'enregistreur. Pendant 2 heures et 14 minutes, le docteur Arnaud m'a posé des centaines de questions, des tests de mémoire. Répétez cette liste de mots. Quel jour sommes-nous? Qui est le président de la République? Des tests de logique. Si tous les A sont B et que certains B sont C, est-ce que tous les A sont C? Des tests émotionnels. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Avez-vous des pensées suicidaires? Ressentez-vous de la colère? J'ai répondu à tout. Calmement, précisément, sans hésitation. À la fin, elle a éteint l'enregistreur, m'a regardé droit dans les yeux. Madame Laurent, je vais être parfaitement honnête avec vous. Vous êtes l'une des personnes les plus lucides que j'ai rencontrées. Vos capacités cognitives sont exceptionnelles pour votre âge. Votre mémoire est intacte, votre logique est imparable, votre jugement est sain. Vous n'avez aucun signe de démence, de confusion, de troubles psychiatriques. Aucun. Je vais rédiger un certificat médical extrêmement détaillé qui attestera de votre pleine capacité juridique. Si quelqu'un essaie de contester ce certificat, il devra me faire venir témoigner au tribunal, et je témoignerai en votre faveur. J'ai senti une vague de soulagement immense me submerger. Merci, docteur. Il n'y a pas de quoi, c'est mon devoir. Et permettez-moi d'ajouter quelque chose de personnel. Votre fille commet une erreur terrible. Vous êtes une femme brillante, forte, indépendante. Si elle ne le voit pas, tant pis pour elle. Elle est partie à 12h30. À 14 heures, j'ai reçu par email le certificat médical. 6 pages. Exhaustif. Incontestable. J'ai immédiatement transféré le document à Maître Fontaine et à Monsieur Béranger. Puis j'ai rallumé mon téléphone. 32 nouveaux messages. Mais cette fois, ils ne venaient pas seulement de Sandrine. Certains venaient de Julien, d'autres de numéros inconnus. J'ai commencé par ceux de Sandrine. On est rentré à Paris. On est chez nous. Julien me parle plus. Il dort sur le canapé. Il dit que c'est de ma faute, que j'aurais jamais dû te laisser à l'asilo, que t'es une femme dangereuse, qu'il aurait dû se méfier. Maman, on peut se voir? On peut parler? Face à face. S'il te plaît,
J'ai besoin de comprendre. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait de si grave? Cette dernière phrase m'a mise en rage. Qu'est-ce que j'ai fait de si grave? Elle ne comprenait toujours pas. Elle ne voyait toujours pas. J'ai lu les messages de Julien. Jacqueline, ici, Julien. On doit parler. Sérieusement, sans émotion, entre adultes. Je propose qu'on se voie demain. Je peux venir à la résidence. On va régler ce problème calmement. Régler ce problème. Pour lui, j'étais un problème à régler. Les messages de numéros inconnus étaient plus inquiétants. Bonjour, Madame Laurent. Ici, Maître Sylvain Dubois, avocat. J'ai été contacté par Monsieur et Madame Moreau concernant un litige familial. Pourriez-vous me rappeler au 01 42 20 20 26? Madame Laurent, ici le cabinet d'expertise psychiatrique Psy-Conseil. Nous avons reçu une demande d'évaluation de vos capacités mentales. Merci de nous contacter. Ils avaient vraiment engagé un avocat, et ils essayaient de me faire évaluer par un autre psychiatre. Ils ne lâchaient pas. J'ai décidé de répondre, à tous, un par un. À Sandrine d'abord. Sandrine, ce que tu as fait de grave, tu m'as abandonnée. Tu m'as traité comme un déchet. Tu m'as menti. Tu as profité de mon argent pendant des années sans jamais dire merci. Tu ne venais jamais me voir. Tu ne m'appelais jamais, sauf quand tu avais besoin de quelque chose. Et quand je t'ai demandé de m'emmener en vacances, une seule fois en 6 ans, tu as dit non parce que ton mari ne voulait pas de moi. Voilà ce que tu as fait de grave. JL. À Julien. Julien, je n'ai rien à vous dire. Vous avez détruit ma relation avec ma fille. Vous l'avez transformée en une femme cupide et égoïste. Je ne vous rencontrerai pas. Ne me contactez plus. JL. À l'avocat, Maître Dubois. Je suis représenté par Maître Gérard Fontaine, notaire, que vous pouvez contacter au 01 45 20 20 27. Toute communication devra passer par lui, cordialement. Jacqueline Laurent. Au cabinet d'expertise psychiatrique, j'ai déjà été évaluée par le docteur Sophie Arnaud, psychiatre au CHU de Créteil, qui a certifié ma pleine lucidité. Je refuse toute nouvelle évaluation. Si vous insistez, je considérerai cela comme du harcèlement et j'engagerai des poursuites. Jacqueline Laurent. Envoie, 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 envoie. Puis j'ai éteint mon téléphone à nouveau. Cette fois, pour 48 heures. Les 2 jours suivants ont été étrangement calmes. J'avais coupé toute communication avec Sandrine, Julien et tous les intermédiaires qu'ils avaient essayé d'envoyer. Mon téléphone était éteint. Je ne lisais plus leurs messages. Je ne répondais plus à leurs appels. Le silence était devenu mon allié. Pendant ces 48 heures, j'ai eu le temps de réfléchir. Vraiment réfléchir. Pas seulement à la situation immédiate, Sandrine, l'argent, la trahison, mais à ma vie entière, à mes choix, à mes erreurs. J'avais passé 50 ans à travailler comme une acharnée, à gravir les échelons, à gagner de l'argent, à construire un patrimoine. Pourquoi? Pour qui? Pour Sandrine, évidemment. Pour qu'elle n'ait jamais à se soucier de rien. Pour qu'elle puisse étudier dans les meilleures écoles, voyager, profiter de la vie. Mais en faisant ça, je lui avais tout donné sans jamais rien demander en retour. Je l'avais habituée au confort, au luxe, à l'argent facile. Je lui avais appris que maman serait toujours là pour payer, toujours là pour arranger les choses, toujours là pour éponger les dettes. Je l'avais rendue dépendante et égoïste. C'était en partie ma faute, mais ça ne justifiait pas ce qu'elle m'avait fait. Le 12 décembre au matin, j'ai rallumé mon téléphone. 83 messages, 71 appels manqués. J'ai commencé à lire, méthodiquement, chronologiquement. Les premiers messages étaient paniqués. « Maman, pourquoi tu réponds plus? Maman, tu me fais peur? Tu vas bien? Réponds. J'ai appelé la résidence. Ils disent que tu vas bien mais que tu veux pas me parler. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? » Puis les messages avaient changé de ton. Plus calculateur. « Maman, écoute, j'ai parlé avec Julien, on a réfléchi, on était cons, on n'aurait jamais dû te laisser, on est vraiment désolé, on veut se rattraper, on va venir te chercher, tu vas revenir vivre avec nous, on va te donner la chambre d'amis, tu pourras rester autant que tu veux, on va s'occuper de toi, comme une vraie famille. » J'ai souri amèrement en lisant ces messages. La chambre d'amis, leur minuscule chambre d'amis de 9 mètres carrés,
encombrés de cartons où ils rangeaient leurs affaires inutiles. Ils allaient me donner cette chambre. Quelle générosité! Les derniers messages étaient différents encore, plus agressifs. Tu sais quoi, maman? Julien a raison. T'es égoïste. Toute ta vie, t'as été égoïste. T'as jamais pensé qu'à ton travail, jamais à moi. Papa me manquait parce que t'étais jamais là. T'étais toujours au bureau, toujours en déplacement, toujours occupé. Et maintenant tu joues la victime. Mais la vraie victime, c'était moi, la petite fille qui attendait sa maman, et qui attendait toujours. J'ai lu ces messages plusieurs fois, chaque mot était un coup de poignard, parce qu'il y avait une part de vérité dedans. Oui, j'avais beaucoup travaillé. Oui, j'avais été souvent absente. Oui, Pierre avait dû compenser mon absence. Mais je l'avais fait pour elle, pour lui offrir la meilleure vie possible, pour payer son école privée, ses cours de piano, ses vacances au ski, ses études à HEC. Est-ce que ça faisait de moi une mauvaise mère? Peut-être. Mais est-ce que ça justifiait qu'elle m'abandonne dans un asilo à 71 ans? Non. Absolument pas. J'ai tapé une réponse. Longue, réfléchie, définitive. Sandrine, j'ai lu tous tes messages. Je comprends que tu aies des reproches à me faire concernant ton enfance. Tu as peut-être raison. J'ai peut-être été trop absente, trop concentrée sur ma carrière. Si c'est le cas, je te demande pardon. Sincèrement. Mais ça ne change rien à ce qui s'est passé il y a 4 jours. Tu m'as abandonnée. Tu m'as humiliée. Tu m'as menti. Et quand je t'ai coupé l'accès à mon argent, tu as essayé de me faire déclarer folle. Tu as engagé un avocat contre moi, ta propre mère. Alors voici ce qui va se passer maintenant. 1. Tu ne toucheras plus jamais un centime de mon vivant. Tous les comptes sont bloqués pour toi. Toutes les procurations sont révoquées. Tu n'auras accès à l'héritage qu'à ma mort, et seulement si tu respectes les conditions de mon testament. Me rendre visite chaque semaine pendant 2 ans. Si tu rates une seule visite, tu perds tout. 2. Je vais quitter cet asilo. Je vais louer un appartement à Paris. Je vais reprendre ma vie en main. Je ne veux plus dépendre de toi. Je ne veux plus avoir besoin de toi. 3. Si tu veux me voir, tu devras prendre rendez-vous, comme on prend rendez-vous avec quelqu'un qu'on respecte. Plus jamais tu ne débarqueras chez moi en coup de vent pour repartir aussitôt. 4. Julien n'est plus le bienvenu dans ma vie. Je ne veux plus le voir. Je ne veux plus lui parler. Si tu choisis de rester avec lui, c'est ton droit. Mais sache qu'il ne mettra plus jamais les pieds chez moi. Voilà mes conditions, non négociables. À toi de décider si tu veux encore avoir une mère. Jacqueline Laurent. Envoi. J'ai attendu. 1 heure, 2 heures, 3 heures. À 18h27, Sandrine a répondu. Un seul mot. D'accord. 3 mois ont passé depuis ce message. 3 mois pendant lesquels ma vie a complètement changé. La première chose que j'ai faite, dès le 13 décembre, a été de quitter la résidence du Lac. J'ai appelé une agence immobilière spécialisée dans les locations pour seniors. En 48 heures, j'avais visité 6 appartements. J'ai choisi un 3 pièces lumineux dans le Marais, rue des Francs-Bourgeois, au 3e étage d'un immeuble du XVIIe siècle. Loyer. 400 € par mois. Cher, mais je pouvais me le permettre. Et surtout, j'étais chez moi. Vraiment chez moi. J'ai fait venir un déménageur pour récupérer mes affaires de l'appartement de l'avenue Foch que je n'avais jamais vendu. Meubles, livres, tableaux, souvenirs. Tout ce qui faisait que cet endroit était le mien. Le 20 décembre, j'ai emménagé. Sandrine n'était pas là pour m'aider. Je ne lui avais pas demandé. J'avais engagé une équipe de déménageurs professionnels. Le 24 décembre, veille de Noël, Sandrine m'a envoyé un message. « Maman, est-ce que je peux venir te voir? Demain? Pour Noël ?» J'ai hésité longtemps avant de répondre. « Oui, 14 heures. Viens seule. » Le 25 décembre à 14 heures précises, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert. Sandrine était là, seule effectivement, sans Julien. Elle portait un manteau beige simple, pas un de ses manteaux de luxe habituels. Elle avait les yeux rouges. Elle avait pleuré. « Bonjour, maman », elle a dit d'une voix tremblante. « Bonjour, Sandrine. »« Entre. » Elle est entrée. A regarder l'appartement. Les meubles qu'elle reconnaissait,
ceux de notre ancienne vie, les photos de Pierre sur les étagères, les livres que j'avais toujours aimés. C'est joli, elle a murmuré. Merci, assieds-toi. Nous nous sommes assises face à face dans le salon. Un silence gêné s'est installé. Puis Sandrine a commencé à parler. Maman, j'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines, à ce qui s'est passé, à ce que je t'ai fait. Et tu avais raison, surtout. J'étais devenue une personne horrible, égoïste, cupide. Je ne pensais qu'à moi, à Julien, à notre confort. Je ne pensais plus à toi. Je t'avais oublié. Sa voix s'est brisée. Je m'en veux tellement, maman, tellement. Quand je repense à cette matinée où je t'ai laissée dans cet asilo, où je t'ai dit que tu ne venais pas avec nous, je me dégoûte. Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu te faire ça à toi, ma mère, la femme qui m'a tout donné? Des larmes coulèrent sur ses joues maintenant. J'ai quitté Julien, elle a dit soudainement. Je l'ai regardée, surprise. Tu... Quoi? J'ai quitté Julien. Il y a 2 semaines. Il m'a fallu du temps pour comprendre. Mais tu avais raison sur lui aussi. Il m'a pourri. Il m'a transformé en quelqu'un que je ne suis pas. Quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent, au luxe, aux apparences. Ce n'est pas moi, maman. En tout cas, ce n'était pas moi avant. Où habites-tu maintenant? J'ai loué un studio à Belleville. Petit, simple, mais c'est le mien. Je le paie avec mon salaire. Je ne dépends plus de personne. Plus de Julien. Plus de ton argent. J'ai regardé ma fille. Vraiment regardé. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais plus vu depuis longtemps. De la sincérité. Sandrine, j'ai dit doucement, je ne veux pas de tes excuses si elles ne sont pas sincères. Je ne veux pas que tu viennes me voir par obligation. Parce que tu as peur de perdre l'héritage. Ce n'est pas ça, maman. Je te jure, l'héritage, je m'en fiche. Si tu veux tout donner à des associations, fais-le. Je mérite pas mieux. Mais s'il te plaît, laisse-moi essayer de réparer ce que j'ai cassé. Laisse-moi redevenir ta fille. Nous sommes restées silencieuses pendant un long moment. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai tendu les bras. Et Sandrine s'est effondrée contre moi, pleurant comme une enfant. Je ne lui ai pas tout pardonné ce jour-là. On ne pardonne pas des années de négligence, d'égoïsme, de trahison en un après-midi. Mais j'ai accepté de lui donner une chance, une seule. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, 3 mois après Noël. Sandrine vient me voir tous les samedis, sans exception. Elle arrive à 14 heures. Nous prenons le thé ensemble. Nous parlons. De tout, de rien, de Pierre, qu'elle n'a pas assez connu, de sa vie actuelle, plus simple mais plus vraie, de mon travail passé, de mes regrets, de mes espoirs. Parfois, nous allons nous promener dans le Marais, ou nous visitons une exposition, ou nous allons simplement au cinéma. Ce ne sont pas des retrouvailles miraculeuses. Il y a encore de la distance entre nous, de la méfiance, des blessures pas complètement cicatrisées. Mais il y a aussi quelque chose qui ressemble à une reconstruction, lente, fragile, mais réelle. J'ai modifié mon testament à nouveau. Sandrine héritera de la moitié de mon patrimoine, comme la loi l'exige. L'autre moitié ira aux associations. Mais j'ai retiré la clause des visites obligatoires. Parce que maintenant, elle vient parce qu'elle le veut, pas parce qu'elle y est obligée. Quant à Julien, je ne l'ai jamais revu. Sandrine m'a dit qu'il s'était remarié 6 semaines après leur séparation avec une femme plus jeune, plus riche encore. Cela ne m'a pas surprise. Les hommes comme lui ne changent jamais. Ce matin, en me réveillant dans mon appartement du Marais, avec le soleil qui entrait par les grandes fenêtres, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne suis plus une victime. Je ne suis plus cette vieille femme abandonnée dans un asilo sordide. Je suis Jacqueline Laurent, 71 ans, femme libre, indépendante, respectée. Et si j'ai appris quelque chose de cette épreuve, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de sa vie. Jamais trop tard pour exiger le respect qu'on mérite. Jamais trop tard pour dire non. Samedi prochain, Sandrine viendra à 14 heures. Nous irons voir une exposition au musée d'Orsay. Puis nous dînerons dans un petit bistrot que j'aime bien, rue Mouffetard. Ce ne sera peut-être jamais comme avant,
Mais c'est un début. Et parfois, un début suffit.